Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci de tout l'appui. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Évidemment, vous allez nous trouver sur toutes les autres plateformes de réseaux sociaux et les plateformes audio, évidemment. On est sur Apple Podcast, Spotify, on est sur Amazon. Donc, merci. N'oubliez pas, évidemment, ça nous aide beaucoup quand vous laissez des commentaires, vous partagez, vous mettez des petites étoiles, un rate sur les plateformes audio. Ça nous aide. Salim, comment ça va? Écoute, ça va très bien, On a eu un très bel épisode la semaine passée et qui a eu beaucoup de succès. Parce qu'au nombre de messages que nous avons reçus, ça en témoigne, mais aussi par de l'attention médiatique que ça a pu apporter. Ouais. Alors, merci à ceux qui nous écoutent, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui critiquent aussi, parce qu'on fait ça avec beaucoup d'humilité. On ne pense pas détenir la vérité de quoi que ce soit, mais on essaye d'inviter différentes personnes avec différents points de vue, d'essayer de respecter les points de vue de tout le monde et d'avoir une discussion intelligente. Je le dirai jamais assez. Le but de ce podcast-là, c'est de faire aimer la politique. Donc, merci à ceux qui nous écoutent. C'est ça, puis je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes parce que ce qui s'est passé la semaine passée, c'était incroyable. Évidemment, on a tous les gens qui nous écoutent à remercier. Notre chaîne YouTube a dépassé les 1000 abonnés, ce qu'on voulait. C'était notre premier objectif, on l'a réussi. Donc, merci à vous tous de nous avoir aidés. Et évidemment, le fait qu'on a reçu un ancien premier ministre du Québec, je ne sais pas s'il va écouter l'épisode aujourd'hui, mais un grand merci évidemment à M. Jean Charest qui est venu, puis a pris son temps. Puis juste une petite chose, parce que moi aussi, j'ai lu plein de messages, puis honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui disent « Bah, lui, puis toutes les affaires négatives, on est habitué, puis c'est correct. » Moi, ce qui m'a dérangé, c'est les gens qui ont dit « Mais pourquoi vous amenez ce gars-là sur votre balado? » Écoutez, trouvez-moi un autre balado politique au Québec qui refuserait d'avoir un épisode avec un ancien premier ministre du Québec. On s'en fout du parti dans lequel il ou elle a servi, parce qu'elle, il y a aussi Mme Marois. Si tu as une opportunité d'avoir un ancien premier ministre et si tu as un balado politique, tu dis oui, point à la ligne, that's it, that's all. D'ailleurs, George, à ce sujet, tous les autres anciens premiers ministres et même l'ancienne première ministre sont les bienvenus sur notre podcast. D'ailleurs, moi, je serais ravi d'avoir Mme Marois, puis d'avoir peut-être M. Pierre-Marc Johnson. Lucien Bouchard serait vraiment intéressant. Lucien Bouchard, effectivement, mon Dieu, ce serait vraiment super intéressant. Ouais. Malheureusement, on en a perdu deux autres qui sont plus de ce monde, mais celui qui aurait été aussi fort intéressant à écouter aurait été Bernard Landry. Puis bien sûr, M. Parizeau. Donc, voilà, on est content. Oui, c'est un ancien premier ministre, puis avec un peu de chance, on en aura d'autres. On croise les doigts. Rentrons maintenant dans nos sujets, Salim, parce que encore une fois, on a une semaine qui bouge rapidement, là. Une semaine forte en actualité politique, vraiment beaucoup de choses, d'ailleurs, tant sur la scène fédérale que provinciale. Je ne sais pas par lequel des sujets tu voulais qu'on démarre. Moi, je te suis. Lequel? On commence avec lequel? On peut commencer peut-être avec le fédéral. Parfait. Donc, écoute, un peu comme tout le monde, on a vu ça dans les médias traditionnels. Il y avait une espèce de fronde qui était en train de s'organiser au sein même du caucus du Parti libéral du Canada, dirigé par M. Trudeau. On parle d'une lettre qui a circulé, qui aurait été signée par 20 à 24 députés réclamant son départ. Puis il y avait une rencontre de caucus importante qui s'est tenue mercredi et selon les informations qui ont été rapportées dans les médias, il y a eu des discussions franches, certains députés qui se sont levés pour dire le fond de leur pensée et le fond de la pensée de certains de leurs commettants dans leur circonscription. M. Trudeau a eu l'occasion aussi de répondre à ça, d'après ce que j'ai compris dans les médias. Finalement, M. Trudeau est sorti de cette
rencontre de caucus en disant que le Parti libéral du Canada est uni, derrière fort et uni, à comprendre derrière lui, derrière son leadership. Et pas longtemps après, il s'est rendu en période de questions à Ottawa, au Parlement à Ottawa. Et George, écoute, j'ai été surpris, comme d'ailleurs beaucoup d'autres personnes, y compris des gens qui ne sont pas des libéraux que je connais. Ils ont été surpris. La performance de Justin Trudeau en période de questions était très bonne. A été très, très bonne. Et surtout, parce que d'habitude, M. Trudeau, souvent, il essaye de... Tu sais, la fameuse expression en anglais, genre « when they go low, I go high ». Mais le problème, c'est que quand tu go high, parfois, ça donne l'impression que tu t'en fous un peu, que tu n'es pas très combatif, etc. Puis là, tout d'un coup, il était très combatif. Donc, c'était intéressant de voir un petit peu comment il a réagi à ça. Alors, avant de te céder la parole, moi, je t'avoue qu'au tout début, j'étais un petit peu surpris parce que je trouvais que c'était un peu particulier comme démarche. C'est-à-dire, admettons même et que tu ne souhaites plus voir ton chef mener les troupes. Je n'étais pas certain de si la démarche était nécessairement très efficace. Et on dirait que cette démarche-là lui a donné une énergie, une force qu'on n'avait pas vue en lui depuis un petit moment et surtout qui vient rappeler à tous ceux qui suivent non seulement la politique, mais qui suivent quotidiennement des élections, que Justin Trudeau, dans un contexte de campagne, peut être très bon. Ouais. Mais ça, je pense pas qu'il y a jamais eu un doute là-dessus sur Justin Trudeau, le campaigner. Ça, tout le monde s'entend et on sait qu'il est bon. Peut-être, comme tu dis, moi, je n'avais pas vu la période de questions, mais peut-être qu'il pense que les élections viendront plus tôt que plus tard. On se met en mode élection avec les attaques, un peu un Justin Trudeau plus féroce. Mais pour revenir un peu à toute cette histoire-là, toute la saga avec son caucus, moi, je suis un peu partagé et je vais t'expliquer. Et je vais essayer de me retirer un peu de l'équation parce que je fais partie de ceux qui pensent que son temps est fini et qu'il doit s'en aller. Et ça fait longtemps maintenant qu'il aurait dû quitter. Puis on en a déjà discuté anyway ensemble. Là, tu as un groupe de libéraux qui siègent dans son équipe qui ne sont pas contents. Ça aussi, ce n'est pas une surprise. On en parle déjà depuis des mois maintenant, qu'on entendait des petites affaires, des murmures, sauf que c'était comme en arrière-scène, il n'y avait rien qui était sorti au public, dans le public. Donc là, c'est sorti, c'est public, tout le monde l'a su que finalement, il y a des personnes qui ne sont pas contentes. Et c'est ici où je suis partagé. D'un côté, si tu as les convictions tellement claires que cette personne-là est mauvaise pour le parti, que tu as un appui de l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, qui a été une grande voix là, qui est sortie publiquement pour dire « Regarde, Justin Trudeau, il doit se retirer pour le bien du parti. » Donc, tu as ça. Tu as un groupe de 20, 30, on ne sait pas encore le nombre. Si tu t'engages à faire cette démarche-là, de faire tomber ton chef, tu ne peux pas te cacher dans l'anonymat. Exact. Tu ne peux pas te cacher dans l'anonymat. Tu t'assumes et en faisant ça, tu assumes aussi les conséquences. Exactement. En fait, tu vois, c'est là où on se rejoint un petit peu. C'est drôle, hein? Quand tu veux faire une fronde contre un chef, t'es mieux d'y aller à fond et de réussir ton coup, mais oui, plutôt que d'y aller un petit peu ici et là, puis tu sais, c'est pas très clair. Je vais donner un exemple concret, même deux exemples très concrets. Chez les conservateurs, lorsque Andrew Scheer a perdu les élections en 2019, là, puis que les gens à l'intérieur du caucus conservateur voulaient sa tête, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, pourquoi? Parce que la fronde, c'était une vraie fronde. Mm-hmm. Écoute, ils sont allés lui sortir les frais de scolarité qui étaient payés par le Parti conservateur, les frais de scolarité de ses enfants. Ses enfants, qui étaient, tu sais, ils l'ont mis dans une situation intenable jusqu'à temps qu'il décide de s'en aller. Okay? Une autre fois, Erin O'Toole. Ouais. Quand il a décidé de rester, c'était pire. C'était pire. Quand il a décidé de rester après les élections de 2021,
et que toute la gang de Andrew Scheer qui se souvenait avoir été poussé vers la sortie la fois d'avant et qui voulait pousser la candidature à la chefferie de Pierre Poilievre ont décidé de le faire sauter. O'Toole n'a rien vu venir. Il pensait même avoir les chiffres de son côté, là, un nombre assez important de députés pour les avoir de son côté, jusqu'à temps qu'il réalise qu'il était quasiment tout seul. Alors, ça, là, au Parti conservateur, ça, c'était une vraie fronde. Ouais. Ça fonctionne. Ils sont bons là-dedans. Là, non, mais là, dans le cas des libéraux, je suis bien d'accord avec toi. C'est-à-dire, tu sais, excuse-moi, là, tu sais, les jeunes enfants qui vont sonner à la porte et qui s'enfuient, là, excusez l'expression, sonne et décrisse, là, tu sais. On dirait que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais, look, on attendait depuis des semaines cette fameuse lettre, et moi, j'étais convaincu, Salim, que ça allait être beaucoup plus pire pour Justin Trudeau. J'étais convaincu, il y avait quelque chose en moi qui me disait que ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi ils attendent le caucus. Ils devraient sortir, conférence de presse. Voici qui on est. On est contre Justin Trudeau. Pas contre, mais on pense que c'est le temps pour lui de quitter. J'aurais pensé même qu'il aurait quitté le caucus pour s'asseoir de façon indépendante. Ça, c'est un message qui frappe. On se rappellera au PQ avec, je ne me rappelle pas quand, il y avait plein de personnes qui ont quitté le caucus avec Lisette Lapointe, puis... Oui, ben c'était l'acteur, là, Curzi, Pierre Curzi, oui. Il y avait ça, il y avait Jean-Martin Haussan. C'était contre qui? C'était contre Marot? Ben oui, absolument. Donc, c'était l'épisode du vote sur l'amphithéâtre à Québec. Ben oui, absolument. Donc, tu t'assumes, tu prends une position, puis you prove your point, comme on dit en anglais. Eux autres, là, ils se sont cachés derrière l'anonymat. Il y a 2, 3, 4 personnes dont le nom est sorti. C'est ça. On les a envoyés se faire tuer en avant, puis les restes se sont cachés. Puis là, tout à coup, il n'y a rien qui se passe. Donc, pourquoi je te dis que moi, je suis un peu partagé? Parce que de un, je trouve que si vous allez faire quelque chose, faites-les bien. Et moi, je pense que oui, Justin Trudeau devrait pas être là. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu as à plaindre? Pourquoi? Et c'est pour ça peut-être qu'ils expliquent pourquoi ils ne sont pas partis, puis comme ils sont restés chez eux à accepter le résultat parce qu'ils ont peur et ils veulent ravoir leur comté. Moi, à la place de Justin Trudeau, je ne signerais jamais leur fiche de candidature, mais pourquoi tu te plains? On ne sait pas les noms, mais moi, j'assume qu'ils sont tous des députés les backbenchers, là, d'arrière-ban. C'est qui vous a amené à la victoire? Vous étiez où? De 2015 jusqu'en 2022, il y a une personne qui est en charge, qui fait des campagnes, comme on dit, exceptionnelles. Il est bon. Il mange toute la critique. Sa famille a été divisée. On n'arrête pas as-tu déjà vu les vidéos quand il sort du Parlement ou n'importe où il va? On chiale après lui, on lui crie des affaires. C'est la face de ton parti, puis c'est lui qui t'a amené au gouvernement depuis 2015. What are you complaining about? Ouais. Si tu es un ministre, puis tu as d'autres responsabilités, puis là, il y a quelque chose sur lequel tu t'entends pas avec ton premier ministre, ça, je le comprends. Mais là, tu es un député d'arrière-ban qui a un siège au Parlement grâce à un Justin Trudeau qui, on va le dire là, et moi, écoutez, je vais vous le dire là, je ne peux plus le sentir, Justin Trudeau, je te le dis en privé, puis je le dis même dans le balado, puis dans l'autre, le morning show que je fais les mercredis, je ne peux plus le sentir. C'est temps pour qu'il parte. Mais en même temps, je lui accorde une chose, il a ramené son parti. Le Parti libéral du Canada était nulle part. Après les élections de Stéphane Dion et Michael Ignatieff, il était par terre. C'est Justin Trudeau qui a ravivé ce parti-là. Il faut lui donner ça. Et il a fait une très bonne job. Donc, c'est à cause de lui que tu as ton siège au Parlement. Je comprends que tu l'aimes pas, mais it is what it is. Je veux pas dire de mauvais mots, mais ferme ta bouche, puis
regarde, vous allez perdre, accepte la défaite, puis par la suite, justement, rebuild, comme on dit. Pourquoi faire tout ce chaos-là? Donc, tout ça pour dire que je suis partagé en ces deux positions-là. Si tu vas le faire, fais-les, parce que moi, je suis d'accord avec toi, il doit partir, mais fais-les. Fais-les, do it. The proper way, tu sais, la bonne façon. Ou sinon, ferme ta bouche, là, tu sais, dis rien. Le gars, il va manger, whatever qu'il va manger durant la campagne. Ton parti sera complètement fini et assume un rôle plus de leadership la prochaine fois pour rebâtir ton parti. That's it. T'sais, il y a juste deux solutions. Mais là, tu te caches. Pourquoi? Mais regarde, en fait, il y a beaucoup de questions que tu te poses où la réponse sont même dans tes questions. Il n'y a pas un chat qui pense, parmi ceux-là, là, parmi les frondeurs, il n'y en a pas un qui pense que le PLC, même avec un autre chef, pourrait gagner la prochaine élection. Personne. Mais il y en a certains qui sont convaincus d'une chose. C'est que si c'est Justin Trudeau qui est à la tête pendant les élections, ils perdent même leur circonscription. Et ils se disent, avec un autre chef, j'ai peut-être une chance sur deux de gagner ma circonscription. Ouais. Avec ce chef-là, j'ai 100% de chance de perdre ma circonscription. Certains font ce calcul-là. Et je m'excuse, et c'est pas pour leur manquer de respect. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire tant qu'à vouloir faire quelque chose, fais-le jusqu'au bout ou ne le fais pas. Mais en même temps, il y a une raison pour laquelle ces gens-là sont pas ministres. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas le bagage politique pour l'être, le flair politique pour l'être. Et moi, j'en prends pour preuve le fait que, honnêtement, là, quand bien même vous vouliez faire cette fronde-là, vous auriez dû peut-être la faire plus tôt. Mais la faire aujourd'hui, ça donne quoi? Ça donne quoi? Des élections, si elles n'ont pas lieu d'ici la fin de cet automne, elles vont avoir lieu probablement quelque part au printemps parce que c'est quasiment assuré qu'on finit pas ce mandat-là. C'est quasiment assuré. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il parte, mais qui va venir faire l'intérim? Hein? Parce que lui, il ne fera pas l'intérim de lui-même, ça c'est sûr que non. Ouais. Puis, ça va vouloir dire d'aller dans une course à la direction du parti. Oui, c'est vrai qu'on peut en faire en 3 mois, donc il faudrait proroger le Parlement. Alors, mais pour proroger le Parlement, tu donnes la possibilité à tous tes adversaires, pendant que toi, tu es en train d'aller faire du financement et de vendre et de parler avec ta base seulement pour un leadership, eux autres, ils vont faire du terrain partout au Canada et être prêts pour les élections et faire un meilleur score. Pourquoi donner le bâton avec lequel tu vas te faire battre? C'est stupide. Donc, moi, honnêtement, comment dire, cette espèce de stratégie qui dit qu'il faut absolument changer de chef, même s'il n'y a plus le temps de changer de chef, je trouve que c'est peu constructif. En revanche, George, il pourrait aussi se dire, regarde, le Parlement n'a pas l'air de fonctionner. Ça ne sert à rien d'étirer l'élastique. Partons en élection tout de suite. Ouais. Moi, à la limite, admettons, là, tu le sais, moi, je suis ni libéral, ni conservateur, encore moins NPD, ça, c'est sûr que non. Mais j'admets que si j'avais été à l'intérieur d'un parti qui serait dans la même situation, la seule chose que je demanderais, c'est des élections tout de suite. Je m'en remets à la démocratie, je m'en remets au peuple canadien, qui décidera si Justin Trudeau devra se faire réélire, qui décidera à quelle hauteur le Parti libéral du Canada sera représenté à la Chambre des communes, par quel nombre de députés, et qui décidera de si oui ou non Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada doivent oui ou non rester au gouvernement ou s'en aller. Ouais. Il y a aussi l'autre optique et je suis sûr et certain qu'il y a des stratèges au Parti libéral du Canada qui regardent ça. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis, OK? Où il y avait un président qui faisait plus la job, là, tu comprends? Puis il y avait les sondages qui lui étaient très négatifs, puis on parlait d'une grande victoire de Trump, puis tout à coup, on a changé, on a fait les changements nécessaires. On a amené une Kamala Harris qui semble avoir
raviver d'une sorte le Parti démocrate. Et on voit maintenant, peut-être, on s'enligne vers une élection beaucoup plus serrée que ce qu'elle aurait été avec un Joe Biden. Ils l'ont réussi, ils l'ont fait en dedans de 2 mois, ils ont eu une nouvelle chef, puis ça va peut-être un peu mieux pour eux dans leurs élections. Donc peut-être qu'ils pensent à ça aussi. On s'en débarrasse de Justin Trudeau, on amène un nouveau visage, on va faire une campagne concentrée autour d'une nouvelle personne, puis on verra. Peut-être qu'on va perdre, mais au moins le parti ne sera pas détruit complètement. Peut-être qu'on aura de meilleures chances à revenir dans 4 ans. Je ne sais pas c'est quoi l'idée, mais je n'exclus pas non plus une stratégie où on s'en débarrasse de lui, vite, on amène un nouveau visage, puis on fait un nouveau branding, une nouvelle campagne, puis etc. Ouais. Et on va de l'avant comme ça. Oui, mais alors, je vais te dire, George, d'abord, tu as raison, probablement que tu es renseigné, mais moi, effectivement, il y a des gens qui sont... Allez, on va dire ça comme ça, bien plugués autour de Justin Trudeau et des libéraux fédéraux à haut niveau, qui m'ont sorti cet argument-là. L'exemple Kamala Harris qui est venue remplacer un Joe Biden avec lequel il n'y avait pas ou peu, voire pas d'espoir. Tu sais, moi, je m'excuse, puis je me ferai pas d'amis en disant ça. Là. Moi, pour moi, c'est pas des stratèges, c'est des Pokémon de la politique. Tu sais, Pokémon, là, ouais. C'est ça. Moi, pour moi, c'est des Pokémon. C'est pas des stratèges. Je m'excuse. Parce que je comprends l'effet qui est recherché. Mais le modèle qu'on a vu défiler devant nous pendant l'été en politique américaine n'est pas le modèle canadien. Ouais. N'oublie pas non plus, le financement est différent. C'est toute une machine organisationnelle aux États-Unis à laquelle on ne peut pas se comparer. Mais déjà, à la base, on n'est pas dans un système présidentiel, ni au niveau politique au sens réel du terme, ni au niveau des structures partisanes. C'est pas pareil. Deuxièmement, Mme Harris était vice-présidente de M. Biden. Donc, quand M. Biden s'est retiré, qu'il y avait la possibilité qu'il y ait plusieurs candidats. Finalement, il n'y a eu qu'elle, parce que tous les autres candidats se sont dit, elle a été sa vice-présidente. Fait que si elle perd, elle va être recyclée dans l'histoire comme faisant partie du sillage de du sillon de M. Biden. Puis si elle gagne, faisons d'elle la nouvelle, le nouveau visage du Parti démocrate, etc. T'sais? Nous, on est dans un système qui est complètement différent. M. Trudeau décide de se retirer. Il n'y en a pas de dauphin naturel. Oui, il y a une vice-première ministre, mais vice-première ministre, d'abord, à la base, ça veut rien. Ouais. C'est pas que ça veut rien dire, mais je veux dire, ça a un rôle important, mais ça ne fait pas de toi nécessairement le dauphin. C'est ça que je veux dire. Ensuite, il pourrait y avoir d'autres gens qui seraient intéressés. Et s'il y a une course à la direction, parce qu'il faut y en avoir une, parce que ça te prend la légitimité de le faire. Il pourrait y avoir des candidatures d'un peu partout. Ça prend du temps. C'est pas genre je fais une convention, merci, bonsoir. C'est plus que ça. Mais l'idée derrière ça, Salim, puis là, on parle juste hypothétiquement, puis peut-être c'est des théories du complot, je sais pas, mais l'idée derrière ça, c'est que si tu t'organises à faire sortir ton chef, ça veut dire qu'en arrière-scène, tu t'es déjà préparé pour la succession. Donc, je mets juste ça comme ça parce que les noms que moi j'ai entendus, peut-être que toi aussi, il y a une méchante organisation, puis il y a tous les mécanismes déjà en place. Est-ce que ça va arriver? Bon, on ne sait pas. Après ce qu'on voit, Justin Trudeau, il est pas mal confiant qu'il va faire la prochaine course, donc je ne sais pas. Je veux dire une affaire. Les noms qui circulent, ils circulent depuis un petit bout. Évidemment, Mme Freeland, parce qu'elle est vice-première ministre, ministre des Finances, elle a occupé les rôles les plus importants dans le gouvernement Trudeau. Évidemment, il y a Mme Freeland, il y a M. François-Philippe Champagne, il y a Mme Joly, Mélanie Joly, qui est très intéressée, qui s'organise selon les rumeurs qui passent, etc. Il y a Mme Anand qui est intéressée aussi. Puis, bien sûr, Mark Carney,
il s'est pas affiché avec le PLC récemment de manière plus concrète et formelle pour jouer juste un rôle quelconque de conseiller lambda. Donc, moi, je pense qu'il a de l'intérêt. Et puis, récemment, on a entendu parler aussi du nom de... Elle, je l'aime beaucoup, par exemple. Christy Clark, ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, qui est en train de prendre des cours accélérés de français au Québec. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde. Alors, mais tu trouves pas ça étrange? Moi, je salue quelque chose qui est venu vraiment me surprendre complètement. Il y a eu les élections provinciales. J'ai suivi un peu les résultats. Puis, au Nouveau-Brunswick, le Parti libéral du Nouveau-Brunswick gagne avec une majorité. Et je vois un tweet de nul autre que Mark Carney qui félicite la nouvelle première ministre du Nouveau-Brunswick et à quel point il a hâte de travailler avec elle pour les intérêts des Canadiens. Puis là, je me suis posé la question, t'es qui, toi? Je suis désolé, là, mais t'envoies un message à une nouvelle première ministre élue au Nouveau-Brunswick comme si t'es un chef de... Je l'ai pas compris. Comme si t'as un statut. C'est ça, mais t'es même pas élu, t'as rien dans le contexte politique. T'es qui pour féliciter une nouvelle première ministre au Nouveau-Brunswick, puis tout à coup, ça a commencé à tourner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare en arrière-scène? Donc, toutes ces hypothèses-là ont commencé à revenir, puis je me suis dit, voyons, c'est quand même étrange. J'ai jamais vu une affaire de même. Le fait que ce soit public, surtout, parce qu'à la limite, si c'était privé, on va se dire, il la connaît, il veut la féliciter. Mais Mark Carney considère qu'il est un personnage public et qu'en personnage public, il se comporte en personnage public. Cela dit, je suis d'accord avec toi. Il n'occupe pas, en tout cas, il n'a pas nécessairement un statut politique avancé pour avoir ce genre de commentaires, mais à la limite, ça me dérange pas plus que ça. Bon, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu ce qui va se passer dans ce parti-là. À mon avis, c'est trop tôt pour savoir, mais moi, j'exclurais pas totalement à ce qu'il y ait des élections qui se passent cet automne. Je sais que ça paraît fou, hein, on dirait que personne ne voit ça venir, mais ça prend rien du tout, hein. Il suffit de couler un peu d'informations comme quoi elle pourrait avoir lieu pour que les machines non, mais Salim, tu l'as mentionné, c'est tellement facile. Le Parlement est dysfonctionnel. En ce moment, il n'y a rien qui se passe au Parlement. C'est la parfaite excuse pour te dire, regarde, il n'y a rien qui fonctionne, on s'en va en élection. Oui, mais alors attention, hein, le Parlement qui est dysfonctionnel, c'est un problème. Mais attention, tu as quand même un gouvernement qui est responsable, qui gouverne et qui doit assurer la gestion de l'État malgré le fait que le Parlement ne fonctionne pas. Donc, puis bon, cette situation au Parlement, elle va pas perdurer. Il reste quelques semaines cet automne, puis par la suite, c'est le printemps, et dès le printemps, il y a un budget qui va être déposé. La question, elle est là, c'est de savoir est-ce qu'un budget va être présenté. Et ça, c'est un exercice à double tranchant, parce que c'est soit M. Trudeau et son gouvernement arrivent avec un budget qu'on dit électoraliste, en disant voilà la base sur laquelle je veux gouverner encore le Canada pour un 4e mandat. Les partis d'opposition me feront tomber sur ça, mais moi, c'est ça que je promets. C'est pas impossible qu'ils fassent ça. Ouais. Beaucoup de gouvernements sortants, c'est ça qu'ils font. Moi, je te dirais qu'il y a un risque. Le risque, il est là, c'est que est-ce que tu as envie de le présenter dans ton budget qui va se faire battre, ou est-ce que tu as envie d'arriver avec une plateforme? Parce que souvent, les partis politiques qui ont été là longtemps au pouvoir se cherchent un second, voire un 3e souffle. Et le 3e souffle, tu ne peux aller le chercher que dans une plateforme électorale que tu vas mettre là, pas dans un budget électoraliste qui est, dans le fond, une sorte de prolongation de ta politique des dernières années. Là, tu n'incarnes pas de rupture, tu n'incarnes pas de changement, tu n'incarnes rien. Là, ouais. Parlant de vouloir quitter la vie politique, on a l'exemple contraire qui est arrivé cette semaine au niveau municipal, la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, qui, elle,
c'était une surprise, carrément, parce que nous, d'après ce qui avait déjà été présenté aux médias, elle était tellement confiante qu'elle allait se présenter pour un 3e mandat comme mairesse. Mais mercredi matin, elle a fait une conférence de presse annonçant qu'elle n'allait pas demander aux Montréalais de lui accorder un 3e mandat comme mairesse de Montréal. Et encore là, je veux dire une chose. J'aime vraiment pas Valérie Plante. Moi, là, ce qu'elle a fait pour Montréal, je ne pourrais pas être d'accord avec ses politiques. Mais... Et le but ici, c'est de faire le contraste entre elle et Justin Trudeau, qui, lui, ne sait pas que c'est son temps de quitter. Elle, au moins, elle a compris que je peux pas le faire. Et on connaîtra jamais les raisons. Peut-être qu'elle voit que les Montréalais ne vont pas m'appuyer, je ne vais pas quitter la vie politique avec une défaite. Son raisonnement à elle, c'était que j'ai plus l'énergie à offrir pendant un autre mandat de 4 ans et je ne veux pas trahir la confiance des Montréalais dans un hypothétique 3e mandat. Je ne pourrais pas le faire pendant 4 ans. Et c'est une honnêteté qu'on retrouve très rarement en politique. Elle a été honnête, si c'est ça la réponse. Puis si c'est pas ça, ben elle a trouvé une bonne justification, en tout cas, pour dire que je ne pourrais pas vous livrer la marchandise pour un autre 4 ans. Je vais rester là jusqu'à la fin de mon mandat. C'est l'année prochaine, au mois d'octobre, novembre. Puis elle va quitter. Et honnêtement, je trouve ça rafraîchissant quand les élus savent quand c'est bien pour eux de rentrer et quand c'est bien pour eux de partir. Et c'est Jean Chrétien qui le disait. En politique, ce qui compte, c'est quand tu rentres puis quand tu sors. Entre les deux, très peu de gens vont s'en souvenir. Bravo pour Valérie Plante. Et malheureusement, Justin Trudeau, il ne voit pas l'exemple parce qu'il aurait dû le faire il y a très longtemps. C'est ça. Moi, je t'ai souvent dit, on est trop sévère avec Justin Trudeau. Il a ses défauts, c'est certain. Mais il y a beaucoup de choses qui expliquent beaucoup de choses. Il y a des raisons probablement pour lesquelles il n'a pas quitté encore de lui-même. Il y a peut-être des raisons qui lui appartiennent. Enfin, bref, je veux pas inventer, je veux pas essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, mais ce que je veux dire par là, c'est que la fatigue est tellement élevée à cause de la surmédiatisation par rapport à lui son style de politicien. Il a toujours été surmédiatisé et ça a été une très bonne chose pour lui au début et aujourd'hui, c'est une chose moins bonne. Cela dit, il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi certains politiciens vont jusqu'au bout. Il y a des gens qui auraient pu dire aussi, mais là, pourquoi Stephen Harper, après 10 ans au pouvoir, n'a pas décidé de laisser sa place à un autre conservateur qui aurait pu mener les troupes, etc. Mais bon, regarde, on n'aura jamais véritablement l'explication, à moins que peut-être un jour, Justin Trudeau, retraité de la politique, décide de venir politiquement parlant pour en parler. Mais écoute, pour Valérie Plante, honnêtement, bon, d'abord, on ne peut pas nier une chose, c'est qu'elle est passionnée de la ville. Ensuite, on peut être d'accord ou non avec ses politiques, avec ses approches, avec sa façon d'avoir gouverné l'administration municipale montréalaise. Mais elle est passionnée par Montréal et je pense qu'elle a le cœur et les valeurs à la bonne place. Ensuite, on peut ne pas être d'accord avec ses idées, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je vais juste lui tirer mon chapeau sur une chose. C'est que oui, et puis d'ailleurs, ça rejoint très bien ce que tu dis, George. Je lui tire mon chapeau à ne pas vouloir nécessairement s'accrocher au pouvoir. 2 mandats comme chef d'un exécutif, c'est pas mal. C'est 8 ans. Ouais. 8 ans, là, c'est 10% de la vie de quelqu'un qui en a 80 aujourd'hui. C'est pas rien. C'est quand même 10%. Et elle n'a pas 80, donc c'est plus que 10% de sa vie à elle, dans laquelle elle s'est démenée. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'elle ait décidé, à 1 an des prochaines élections, d'annoncer qu'elle ne se représentait pas, ce qui permettait à la fois à son parti d'essayer de trouver quelqu'un pour lui succéder en tant que chef du Parti Projet Montréal, et qui sera donc le ou la prochaine
prochaine candidate à la mairie pour le projet Montréal. Et à la fois, eh ben oui, ça se peut aussi stimuler l'intérêt d'autres Montréalais pour se présenter à la chefferie, oui, c'est ça, à la chefferie de l'autre partie de Montréal, Ensemble Montréal, et essayer de gagner avec ce parti politique-là. Donc moi, je pense qu'elle le fait bien. Donc là-dessus, bravo. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Montréalais qui vont se poser beaucoup de questions sur l'état de Montréal aujourd'hui. Pas qu'elle n'ait pas fait du bon travail. Moi, je pense qu'il y a des choses très positives qu'elle a fait ou qu'elle a dû faire. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu aimes Montréal, que tu te balades dans la ville de Montréal, tu sais, elle avait promis moins de congestion, il y a plus de congestion. Elle avait promis moins de cônes oranges, il y a plus de cônes oranges. Elle avait promis plus de sécurité, il y a moins de sécurité. Il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est sa faute, mais il reste que, à un moment donné, l'électorat montréalais, et pas juste l'électorat, parce qu'il y a des gens qui fréquentent Montréal et qui ne vivent pas à Montréal, qui ne votent pas à Montréal. Ouais. C'est mon cas, d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, je ne vote pas à Montréal, mais au municipal. Mais quand moi qui adore le centre-ville, que je connais par cœur... Tu n'y vas plus? Bien sûr que je n'y vais plus. Okay. Je ne veux plus y aller. Même chose pour moi. Et quand j'y vais, bien sûr, c'est pour des nécessités professionnelles, etc. Mais je veux dire, mais pour le plaisir, non. J'y suis allé avec mon épouse et mes enfants il y a environ de ça un an et quelques. Ça a été catastrophique. Ouais. C'était sale en plus. Ouais, et c'est encore pire maintenant. Donc, oui, c'est ça. Mais j'aime pas vraiment l'injustice en politique parce que c'est pas vrai que les politiciens sont responsables de tout. Mais si on en vient à la perception, ben tu comprends que dans la perception, Montréal a perdu un peu de son éclat, Montréal a perdu un peu de sa modernité. Montréal. Alors oui, c'est vrai que Montréal, c'est une ville de culture si tu compares à d'autres villes. Tant mieux. Oui, c'est une ville qui est très diversifiée. Je parle pas des habitants, mais à l'intérieur de Montréal, on dirait qu'il y en a plusieurs villes. Le centre-ville, c'est une ville. Côte-des-Neiges, c'est une ville. Outremont, c'est une ville. Le plateau Mont-Royal, c'est une ville. Donc, alors que, par exemple, quand tu vas à Toronto, et Dieu sait ce que j'aime beaucoup Toronto, mais Toronto, on dirait que ça se ressemble. Là, tu peux traverser Toronto pendant 30 minutes, 40 minutes, puis ça se ressemble encore. Ouais. Montréal, c'est très vivant, mais on a l'impression d'en avoir un peu perdu de sa superbe. Ouais. En tout cas, c'est juste ça, on voulait faire une petite parenthèse. J'apprécie cette honnêteté politique, si tu veux, et de reconnaître un peu les limites qu'on a, parce que Dieu sait qu'en politique, on peut se faire influencer de tous les bords, puis ça se peut à la fin qu'il y ait des conséquences à notre santé mentale, puis à plein d'autres choses. Donc, c'est ça. Bravo à Valérie Plante. On va sauter aux politiques, au provincial, parce que cette semaine, franchement, on en a entendu des affaires, là. Alors, ça avait commencé déjà la semaine d'avant avec l'école Bedford, dans lequel il a été rapporté par les médias et confirmé dans des rapports qui ont été rédigés que il y avait un certain nombre de professeurs qui se sont qui se sont un peu comment je veux dire ça, rassemblés un peu pour faire la pluie et le beau temps à l'intérieur d'une école, et que parallèlement à ça, il y avait certains éléments troublants qui ont été qui ont été rapportés sur notamment des questions des jeunes filles qui ne devraient pas jouer au soccer, ou des situations d'autisme qui n'avaient pas été reconnues, ou encore d'un enfant qui aurait perdu connaissance, et que l'enseignant ou l'enseignante, je ne sais plus trop, avait, au lieu de porter secours, s'est mise à prier, ou des choses comme ça, des choses qui sont...
je pense, inadmissible dans le Québec d'aujourd'hui, qui ne respecte pas certains principes qui font consensus dans la société. Et on a entendu que ces professeurs, ils seraient au nombre de 11, auraient été dans un premier temps suspendus, puis maintenant c'est leur permis d'enseignement qui a été suspendu. Puis ça a été intéressant d'écouter. Moi, il y a une spécialiste que j'ai écoutée, Rachida Azdouz, qui est une chercheuse, psychologue, qui œuvre à l'Université de Montréal. Je pense qu'elle a même fait partie d'une chaire de recherche, etc., sur les relations interculturelles. C'était très intéressant parce qu'elle en a parlé à la télé, à la radio, je crois aussi, et enfin bref, dans les médias, où, bon, elle a dit qu'il y avait plusieurs éléments dans ce rapport-là qui démontrent qu'il y avait plusieurs éléments qui n'avaient pas été respectés, qui étaient un mélange de beaucoup de choses, la loi sur l'instruction qui n'avait pas été respectée convenablement, des modalités entourant la laïcité qui n'étaient pas nécessairement là, etc. Mais par contre, elle a dit un truc qui était intéressant. Elle disait, il n'y a rien dans ce rapport, et en fait, plus qu'un rapport, il y en a même 2 des rapports, il n'y a rien qui indique que c'est un problème de laïcité. Par contre, dans un contexte interculturel où le culturel et le religieux est un peu mélangé, on peut supposer potentiellement qu'il y a ça. Bref, ça a amené la discussion à recommencer à parler de laïcité. Puis, fait intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte de quelque chose que moi, honnêtement, je dis depuis très longtemps. C'est que sur le débat de la laïcité qui a été fait au Québec, 3 fois plutôt qu'une, on a toujours détourné notre regard, ou le regard du public et de l'électeur québécois, on l'a toujours détourné des vraies affaires, des vrais enjeux ou des vrais problèmes. On a mis l'accent sur le port de signes religieux. On a mis toute la gomme là-dedans. T'sais. On en a parlé pendant des mois, des semaines, les gens se sont déchirés, sont allés devant les tribunaux, etc. Quand les enjeux de laïcité, notamment dans nos écoles, n'étaient pas liés à des vêtements religieux, étaient liés à des comportements. Donc, et ces comportements, ça veut dire ce que les gens ont dans la tête, pas sur la tête. Ouais. Ouais. C'est ça et ça, c'est dommage. Parce qu'on s'est rendu compte, la loi 21, elle ne règle pas de problème. En fait, elle n'en a jamais réglé un seul. Pas un. Jamais la loi 21 n'a réglé un seul problème. Et là, on se retrouve avec des enjeux où on a besoin d'encadrer davantage. Ce qu'on aurait dû faire il y a 5 ans avec la loi 21. Exact. Et ce qu'on n'a pas fait parce que la CAQ, à ce moment-là, était plus portée sur la question des signes religieux, qui, au final, la seule chose que ça a fait, c'est que ça a discriminé des Québécoises et des Québécois dans leur liberté de conscience et de religion. Ouais. C'est quand même spécial, Salim, parce que, et tu as raison, tu as 100% raison, c'est que on s'est concentré sur une politique publique qui n'a rien fait. On se concentrait vraiment sur une autre chose, les symboles religieux, etc., comme si le fait que je porte une croix ou que je porte une kippa ou quoi que ce soit va influencer de quelque sorte les gens avec qui j'interagis. Tu comprends? C'est pas ça. Problème de ce qu'on a vu la semaine passée. Et ça a l'air que c'est pas la seule école. On entend d'autres écoles peut-être qui ont d'autres problèmes. C'est qu'il y aurait une infiltration c'est pas une idéologie, mais d'une religion et d'une culture attachée à cette religion-là. On parle de l'islam, évidemment, dans nos écoles. Et c'est ça un problème. Et les gens, et je comprends que c'est touchy, comme on dit, parce qu'on veut pas, on veut pas faire du mal aux communautés religieuses ou culturelles, mais il faut être clair, tu comprends? Tu peux pas
c'est pas que la société québécoise est contre une religion en particulier. Et je me réfère au propos d'un imam, là, puis je veux pas dire son nom parce que je veux pas lui faire la promotion, là, mais qui est sorti publiquement pour dire des bêtises, franchement. L'État québécois, là, il n'est pas contre les religions. Il faut s'entendre. Il faut être en mesure de pouvoir dire les choses avec leur nom et de dire c'est pas contre ta religion, c'est qu'on ne veut pas la religion dans les institutions publiques. Et je ne comprends pas pourquoi ou comment les gens ont de la misère à comprendre ça. Et ça revient aussi à quelques candidats à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec qui pensent qu'on est en train d'éliminer la culture religieuse au Québec. Puis non, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Ce qu'on dit, c'est que la religion n'a pas sa place dans nos écoles. Okay? C'est tout. Puis c'est pas la religion en termes de comprendre l'histoire puis la culture. C'est pas ça qu'on dit. C'est en pratique. Donc, ce qui se passe là, l'idéologie derrière ces 11 profs-là qui ont apporté des concepts qui, ici, sont étrangers. Là, de séparer les filles et les gars, de ne pas laisser les filles jouer au sport de gars. Ça, c'est des affaires... Mais alors, attends. Il faut juste remettre un petit peu les choses en contexte. Bon, d'abord, je vais juste nuancer un petit peu ce que tu as dit. C'est pas l'infiltration de l'islam dans les écoles du Québec. Attends, j'ai dit l'infiltration parce que pour l'école Bedford en question, on sait qu'il y a juste à côté une mosquée. Bon, il l'appelle, c'est un centre culturel qui, selon ce qu'on entend, c'est pas moi qui dis ça, selon ce qu'on entend, aurait eu des contacts avec soit les profs ou peut-être l'administration. Il y a un lien qui s'est fait entre la mosquée et l'école. Peut-être c'est dans un quartier où il y a une présence de personnes musulmanes qui vont à la mosquée. Il faut faire attention parce qu'il faut... Je sais de quel lien on fait référence. C'est un centre culturel qui officie également comme mosquée, effectivement. Attention. C'est pas un lien avec l'école. Non, je dis pas ça que c'est un lien. Non, c'est pas lié à l'école. Alors, c'est ça. Donc, et dans l'école, le problème, c'est pas l'école dans son ensemble. On parle de 11 profs, enseignants, dont le comportement et les agissements sont répréhensibles. Aucun des deux rapports qui ont été faits par des professionnels, des externes, psychologues, industriels, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Je pense que c'était la commission scolaire qui l'a commandé et l'autre, c'est le ministère qui l'a commandé. Sur 97 pages. Il faut le lire. Il n'y a rien qui indique que c'est un problème de laïcité ou de religion. Mais il se trouve que, étant donné qu'on a 11 personnes qui partagent les mêmes origines qui sont là, et que lorsqu'on entend la possibilité d'avoir séparé garçons et filles dans le soccer, par exemple, ou des choses comme ça, bon, évidemment, pour faire le lien avec la laïcité, il n'y a qu'un pas à faire. Il faut faire un petit peu attention à ça, parce que, surtout à l'heure où sur les médias sociaux et des clips qu'on peut prendre aussi, etc., ça peut aller dans tous les sens, puis il faut essayer d'être le plus juste possible. Donc, il n'y a rien qui indique nécessairement qu'il y a ce problème-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec la loupe qui a été mise sur l'école Bedford, il y a d'autres écoles que, on indique qu'il y a peut-être certains éléments qui ne vont pas, qui sont, eux autres, religieux, qui ne sont pas acceptables dans le cadre de québécois et les valeurs qu'on essaye de prôner comme société au Québec. Et surtout, la valeur de laïcité, et là, je pense que c'est unanime, on veut une séparation des religions et de l'État et une neutralité de l'État. Et là-dedans, on parle de la possibilité de resserrer la laïcité. Alors, resserrer la laïcité, c'est prendre la loi 21 et d'aller plus loin. Moi, ce que j'ai toujours dit, moi, j'ai été contre la loi 21, pour la laïcité, contre la discrimination, pour la laïcité,
contre la discrimination. Dans la loi 21, moi, j'ai toujours dit, le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas à la laïcité où on veut une séparation des religions et de l'État, où la neutralité religieuse de l'État est absolument fondamentale. On était en train d'essayer de discriminer des gens parce qu'on voulait que eux s'effacent. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais par contre, j'ai toujours dit que n'importe quel agissement qui va à l'encontre d'un État neutre et d'une séparation stricte des religions et de l'État devrait être répréhensible. J'ai toujours dit ça. Puis là, moi, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on s'attaque enfin aux vrais enjeux de laïcité. Pas les faux enjeux. Pas les enjeux de voile et de kippa, parce que supposément, si quelqu'un laisse sa kippa dans son vestiaire, tout d'un coup, ce qu'il a dans la tête va changer, puis quand il va mettre sa kippa, ben là, il va penser différemment. C'est stupide. Ouais. C'est stupide. Ça n'a rien à voir. Ce que tu as dans la tête, tu l'as dans la tête que tu portes un signe religieux ou non. Alors, on a détourné... Moi c'est ça. On a perdu des années avec la loi 21. On a perdu des années à détourner l'attention du public, des électeurs, des Québécois d'une manière générale, sur les vrais problèmes. En fait, on n'a jamais réglé les vrais problèmes. Aujourd'hui, on commence à les voir et on se dit « Ah oui, mais il y a la loi 21 ». Ben non, la loi 21, elle règle rien de tout ça. Justement, réglons les vrais problèmes. C'est ça. Puis là, dans le débat s'invitent les écoles privées religieuses. Confessionnelles. Où le gouvernement les finance. Et bon... Il y a eu l'idée de couper carrément le financement public de ces écoles-là. Hier, au moins, M. Legault, son gouvernement, il semblait être contre, puis ils ont utilisé des exemples qui sont vraiment par rapport. Là, il a mentionné l'école Brébeuf, puis Notre-Dame, puis lui, il pensait que c'est ces écoles privées, puis pourquoi est-ce que les groupes d'opposition veulent annuler le financement à ces écoles-là? Ça n'a pas rapport. L'école Brébeuf, puis l'école Notre-Dame, il n'y a pas de religion. C'est pas le problème qu'on voit, comme par exemple dans l'école Bedford ou possiblement dans les autres écoles. Il y en a une à Saint-Léonard, par exemple. C'est pas ça qui se passe. Donc ça, c'est des écoles privées. Gardons le financement, je pense à 60%. On parle des écoles strictement où tu rentres dedans, puis on prie, tu comprends? Puis ça n'a pas de sens. Ils ne devraient pas recevoir des fonds publics. Point à la ligne. Bon, moi, je suis heureux de t'entendre. Je suis d'accord avec toi. Parce que, tu vois, pendant longtemps, quand je disais que j'étais contre la loi 21, les gens pensaient que j'étais contre la laïcité. Quand je dis les gens qui voulaient pas être, qui voulaient pas me comprendre, dans le fond. Ouais. C'est comme... et quand je dis je suis pas tout seul. L'écrasante majorité, quasiment toutes les personnes qui sont contre la loi 21 sont pour la laïcité quand même. Parce que là, on a un cas de figure qui est très intéressant. On parle des écoles privées confessionnelles. Elles sont subventionnées à hauteur de 60% par des fonds publics. Comme les écoles privées normales. Comme les écoles privées normales. Mais la différence, c'est que des écoles privées normales, c'est-à-dire non confessionnelles, il n'y a pas de religieux là-dedans. Et donc, le principe de laïcité est respecté parce que tu finances une école privée, mais tu ne finances pas son enseignement religieux là-dedans. Pas seulement ça, tu finances aussi une institution qui suit le régime pédagogique du gouvernement, sauf que c'est privé. Ouais, OK, mais ça, on y reviendra parce que c'est plus complexe que ça encore. Mais on va y revenir parce que c'est un point super important. En revanche, si l'État subventionne une école privée confessionnelle, à partir du moment où il y a des fonds publics là-dedans, d'abord, il ne devrait pas y avoir de ségrégation. Il ne devrait pas y avoir de discrimination. Donc, tu ne devrais pas dire, ben là, ça c'est une école juste de garçons ou une école juste de filles. Pour la simple et très bonne raison qu'au Québec, il y a une égalité homme-femme. Puis si l'État
Mais un dollar, ben, garçons et filles devraient pouvoir rentrer. Ensuite, il n'y a pas de discrimination sur l'origine ethnique ou surtout l'appartenance religieuse. Donc, ça voudrait dire que une personne chrétienne pourrait s'inscrire à une école musulmane ou un musulman pourrait s'inscrire à une école juive, etc. Ce qui n'est pas le cas parce que, par définition, l'école est confessionnelle. Tu sais? Ouais. Puis, don't get me wrong, on en a besoin des écoles confessionnelles au Québec. Il n'est pas question ici de les enlever. Elles pourront continuer d'exister. Elles ne seront juste pas subventionnées. Donc, les personnes qui ont le choix, qui veulent aller à une école confessionnelle, vont continuer d'avoir le choix d'y aller. C'est juste que, oui, effectivement, ça coûtera plus cher parce que ça ne sera pas subventionné par l'État. Pourquoi? Parce que l'État, au Québec, est laïque. Ça, oui. Par ailleurs, pourquoi moi, je suis contre la loi 21? C'est parce que la loi 21, on parle d'une limitation d'une liberté fondamentale garantie par nos chartes. Nos chartes qui sont le reflet de nos valeurs. Une charte québécoise des droits et libertés de la personne qui a été mise en place en 1975. Tu sais, en 1975. C'est pas nouveau, ça. Ouais. Mais il n'existe pas de droit fondamental à aller à une école confessionnelle. Ça n'existe pas. Donc, demain, si le gouvernement décidait d'abolir le financement public aux écoles confessionnelles, il n'y aura même pas besoin de clause dérogatoire parce que tu n'atteins pas, il n'y a pas de volet discriminatoire là-dedans. Tu sais? Donc, moi, ce que je dis, c'est que s'il y a des écoles privées musulmanes ou des écoles privées juives ou des écoles privées catholiques ou chrétiennes au sens large du terme, d'autres protestantes et autres, là, ou s'il y a des écoles sikhs, je ne sais pas s'il en existe, peut-être qu'il en existe, il n'y a personne qui les empêche d'exister. C'est le financement public qui devrait être arrêté au nom de la laïcité et au nom du principe de laïcité sur lequel tout le monde s'entend. Tout le monde s'entend. Moi, je vais dire honnêtement, Salim, puis ça a été quelque chose de nouveau pour moi parce que je pensais même pas que le gouvernement du Québec finançait ces écoles-là. Je savais même pas. Je pensais que c'était comme un no way. Tu sais, ça se fait pas. Puis ça m'a surpris cette semaine d'entendre que le gouvernement finance des écoles religieuses privées. Alors, écoute. Moi, je le savais parce qu'honnêtement, ça fait longtemps que j'en entends parler. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui disaient, bon, la laïcité ne couvre pas ça. Puis là, je leur disais, ben oui, je sais, on fait que parler des signes religieux quand il y a des choses qui sont réellement un problème qu'on n'adresse pas. Parce que j'aime pas ce mot-là, adresser, mais qu'on ne gère pas. Elles existent. Et sais-tu quoi? Dans une société basée sur les libertés comme la nôtre, elle devrait continuer d'exister. C'est le financement qui ne devrait pas exister. Et en passant, un truc qui est très important. Tu sais, il y a des gens qui te disent « Non, c'est important de faire ça parce que sinon, il va y avoir des écoles illégales et des choses. » Bon, d'abord, illégal ne devrait pas exister. Puis c'est la législation qui doit s'assurer que si quelque chose est illégal, qu'il y ait quelque chose de dissuasif dans la législation pour pas que l'illégalité se fasse. Donc, c'est ça de un. De deux, George, toi et moi, admettons, là, on décide de partir une école confessionnelle, privée. Même si on n'est pas subventionné par le gouvernement du Québec, on a quand même besoin d'un permis du ministère de l'Éducation. Donc, ça veut pas dire... C'est pas parce que tu n'es pas subventionné que tu n'es pas contrôlé ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, il y a des écoles anglophones notamment qui sont privées, non subventionnées. The Study, qui est bien connu chez les richissimes anglophones du Québec, qui est une très belle école, très bonne école. Il y a $0 d'argent public qui va dans cette école-là. Ça coûte 30 000 $ par année d'envoyer son enfant là.
T'sais? Mais quand même, ils ont des permis d'enseignement. Mais ils ont des permis d'enseignement parce que sinon tu ouvres la porte à des sectes. Mais c'est ça, on ramène ça au thème que je t'avais mentionné tantôt pour le régime pédagogique. Et ça, c'est une autre responsabilité du gouvernement du Québec. Comment est-ce que tu peux appeler ça une école quand dans cette école-là, on enseigne la religion? Peut-être que tu es contre l'enseignement de la religion dans des institutions publiques. Parfait, tu ne le finances pas. Mais en même temps, dans ton régime pédagogique, tu ne veux pas que ces enfants-là aient un apprentissage qui se compare aux autres enfants québécois. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement donne même des permis comme ça? Moi, j'aurais pensé que, regarde, ton enfant va aller à l'école, choisis, public, privé, whatever. Puis si par la suite, tu veux que ton enfant aille apprendre votre religion, vos coutumes, votre culture, ben OK, vous avez un centre culturel ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, allez apprendre tout ce que vous voulez là-bas. Mais pourquoi l'appeler une école et recevoir un permis d'enseignement du gouvernement? Alors, c'est une très bonne question. Je pense, en fait, que j'ai pas la prétention de dire que j'ai les réponses, mais j'ai les éléments que je pense peuvent répondre au moins partiellement à ta question. D'abord, sur la question de quelqu'un peut aller à l'école publique laïque, puis s'il veut un enseignement religieux complémentaire, il y a des centres culturels, il y a des églises, il y a des mosquées, il y a des synagogues. C'est pour ça. Effectivement, il y a des temples sikhs, etc. C'est vrai, tout à fait. Et je pense que c'est déjà le cas pour beaucoup de gens. Je suis sûr que c'est la majorité des gens. J'ai aucun problème avec ça. C'est parfait. Absolument, absolument. La question de pourquoi tu as besoin d'avoir des écoles privées confessionnelles, c'est parce que tu ne veux pas non plus brimer la liberté de ceux dont l'enseignement quotidien est imbriqué à leur religion. T'sais? Et tu ne veux pas les empêcher, admettons que quand c'est l'heure d'aller prier, qu'ils aillent prier, etc. Mais attention, là. Attention. Moi, je dis ça. Je te dis dans le sens que je dis pas qu'il faut pas qu'on en ait. Parce qu'il y a des gens, là, c'est-à-dire que ça puisse exister fait partie de leur liberté fondamentale. T'sais? Ce qui n'est pas une liberté fondamentale ou un droit fondamental, c'est que ce soit subventionné par l'État. Parce que subventionné par l'État, l'État d'abord doit être neutre face aux religions. Donc sinon il faudrait compter combien il y a d'écoles chrétiennes, combien il y a d'écoles juives, puis il va falloir essayer d'établir une espèce d'équilibre où on s'en sortira jamais. Ça, c'est sûr. Ensuite, l'État n'a pas de religion. L'État ne croit pas en la religion. Et l'État, tout ce qui se fait à l'intérieur de l'État doit se faire en restant loin de la religion. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, que cette possibilité existe, c'est-à-dire que quelqu'un puisse conserver sa liberté d'avoir un enseignement religieux, il existe. Parce que l'idée ici, c'est pas d'abolir les écoles confessionnelles, c'est d'abolir leur financement public, le financement de l'État. C'est ça pourquoi le sujet est super compliqué. C'est compliqué. Puis il y a il y a une fine ligne, hein, parce qu'on dit, regarde, on vous enlève le financement. OK, ça, c'est une chose. Mais en même temps, dans ces écoles-là, qu'est-ce qu'on enseigne? Tu comprends? Donc, si dans les écoles publiques ou privées, normales, on va utiliser entre guillemets normal, il y a un régime pédagogique, on apprend le français, géographie, whatever, la mathématique, grammaire, etc. Et on ne veut pas quelqu'un qui vienne pratiquer sa religion comme dans l'exemple de l'école Bedford. Le fait qu'on donne un permis d'enseignement dans une école où il y aura à 95% ça, ce qu'on refuse dans les autres écoles, il y a une contradiction quelque part. Donc, à moins que le gouvernement se dise, OK, on comprend, et j'utilise des exemples, je ne veux pas pointer le doigt non plus, mais on a des communautés, par exemple, juives orthodoxes, où je comprends, il y a là l'importance de leur religion dans leur vie quotidienne, puis je comprends. Mais est-ce que dans leurs écoles à eux, on leur offre un permis d'enseignement?
Il n'y a pas de financement public, donc il peut faire le renseignement comme... Pas toutes. Il y en a certaines qui reçoivent. Oui, c'est ça, exact. Mais donc, ils font le renseignement religieux, mais ne doit-il pas avoir peut-être un cursus ou un régime pédagogique où les enfants juifs doivent apprendre A, B, C, D. Mais c'est le cas. C'est le cas. Les écoles juives orthodoxes suivent le programme québécois. Est-ce qu'il y a pu y avoir... Je le dis juste pour justifier l'idée que le gouvernement donne des permis d'enseignement à ce type d'école-là parce qu'il doit avoir quelque part des critères à suivre concernant l'enseignement. Non, mais absolument. Ouais, absolument. Puis en passant sur cette question-là, d'enseignement, même celles qui sont privées, non subventionnées, sont quand même tenues. Parce que, écoute, tu peux pas juste venir et ouvrir des écoles puis dire je vais apprendre, écoute, ça peut être satanique, ça peut être des sectes, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est sûr que tu ne peux être une école que si tu as un permis pour être une école, un permis d'enseignement. Mm-hmm. Même les enseignants doivent avoir des permis d'enseignement, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est important. Mais les écoles confessionnelles, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient arméniennes, arméniennes... C'est orthodoxe, ouais. Non, mais oui, il y a des orthodoxes, effectivement, mais il y a aussi les arméniens, je veux dire, catholiques... il y a un terme pour les églises arméniennes, mais j'ai oublié c'était quoi, là. Mais les écoles arméniennes... elles sont conformes. Et quand elles ne le sont pas, le ministère leur tape sur les doigts. Mm-hmm. Elles sont conformes. La loi les oblige. Là n'est pas le problème. Puis moi, je ne pense pas que les écoles confessionnelles ne respectent pas le programme québécois. C'est pas ce que je dis. Mais ça nous arrive, Salim, à cette question-là. Comment on s'est rendu à une situation où le gouvernement paie pour des écoles religieuses? Ça fait plus de 50 ans que c'est le cas. Regarde, il y a peut-être eu de bonnes raisons à l'époque de le faire, mais il faut dire qu'à l'époque, la laïcisation du Québec se faisait un peu différemment. On ne touchait pas trop aux écoles privées. On touchait surtout aux institutions publiques, à l'école publique. Ouais. Mais là, il se trouve que on est dans des situations où on commence à se poser la question, il faut resserrer la laïcité. Alors, si on resserre la laïcité, parce qu'on ne veut pas laisser un État qui est impliqué dans les religions d'une manière ou d'une autre, alors la possibilité de mettre fin à ce financement-là, elle existe. Maintenant, si on doit revenir sur la question plus politique, c'est un peu drôle quand même. M. Legault, son gouvernement, ils se sont autoproclamés les chefs de la laïcité, comme si le Québec n'avait pas commencé sa laïcisation dans les années 60. Hein. Ouais. C'est genre, on a attendu M. Legault pour enfin avoir la laïcité au Québec. C'est à peu près ça. En tout cas, il s'est auto-proclamé le champion de la laïcité. Il met en place la loi 21 en disant que la loi 21, c'est la laïcité. Bouh, c'est pas ça du tout. Hein, je m'excuse. Cette loi-là n'a que des dispositions, enfin pas que, mais a surtout des dispositions discriminatoires. C'est pas Salim qui le dit. Ouais. C'est la Cour supérieure du Québec qui le dit. Ouais. Puis ça va aller en Cour suprême mais à utiliser préalablement et de manière préventive les clauses dérogatoires, la clause non-obstant, parce qu'il savait qu'il réduisait les libertés individuelles. Mais au lieu de s'attaquer à ce que les gens ont sur la tête, il aurait dû s'attaquer à ce que les gens ont dans la tête. Ouais. C'est-à-dire que tous les problèmes ou les enjeux de laïcité qu'on peut voir dans nos écoles ou dans d'autres situations, je sais pas moi, dans d'autres cas de figure à l'intérieur du gouvernement. On parle toujours des écoles parce que c'est plus émotif, parce qu'on parle des enfants, des pauvres enfants, etc. Non, mais à un moment donné, il faut être réaliste. La loi 21, elle a réglé quoi? Qu'est-ce qu'elle a réglé? Rien. J'ai lu à peu près toutes les chroniques sur l'enjeu à Bedford, puis dans les autres écoles là, dont on commence à entendre parler. Puis on va sans doute y en avoir d'autres. Là, parce que dans les médias, c'est commencé. Hein, un sujet ramène à une autre école, à une autre école. On va entendre encore parler de ça au moins pendant 3 semaines, je vais voir. J'ai à peu près lu toutes les chroniques.
même les chroniqueurs et les chroniqueuses qui étaient les plus en faveur de la loi 21 l'ont tous écrit dans leur texte. Ben, la loi 21, ça a réglé aucun problème. Exact. C'est ça. En tout cas, il semble avoir une volonté du gouvernement maintenant d'avoir un débat dans l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on va continuer à suivre ce sujet-là. Mais attends, excuse-moi. Attends, tu veux mettre un point, mais attends. Parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est que ils ont parlé potentiellement de resserrer la loi, resserrer la laïcité. Mais ils ont voté contre la motion du PQ qui était supporté non seulement par Québec solidaire, mais par le Parti libéral du Québec aussi. En plus. C'est dire à quel point il y en a pas. C'est pas une question de discrimination. Mais alors le gouvernement Legault qui était pour la loi 21, qui a mis en place la loi 21, en disant c'est ça la laïcité, est pas prêt à arrêter le financement des écoles privées confessionnelles qui sont subventionnés par nos taxes et nos impôts à 60% pour faire de l'enseignement religieux et pour discriminer entre les garçons et les filles et puis pour empêcher des gens d'une autre confession de s'y inscrire. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis on va continuer à regarder ça. D'ici là, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Aidez-nous à continuer à grandir. Allez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes audio. Merci beaucoup d'avoir écouté. On vous voit encore la semaine prochaine. Ciao tout le monde!